Bonsoir à tous, on se retrouve à la CPTS ce soir avec le docteur Belladj pour vous parler des troubles du sommeil et également de la rhinite allergique. Donc je lui laisse la parole pour qu'il se présente et puis je vous diffuserai la présentation qu'il a préparée pour que vous puissiez suivre en même temps. Bonsoir à tous. Je me présente brièvement, docteur Belladj. Je suis pneumo-allergologue, mais aussi je fais de la somnologie. J'ai un temps partagé entre l'hôpital de Moulins comme praticien hospitalier à temps partiel et le reste du temps, je suis à la clinique, toujours pour la même activité, pneumo-allergologie, beaucoup plus la pneumo et le sommeil, sachant qu'il y a un allergologue maintenant à la clinique, qui fait la plus grosse activité. Donc, on m'a demandé de vous parler du sommeil de façon générale, mais aussi de la rhinite allergique. Donc, j'ai fait quelques diaporamas. On va un petit peu les exposer. C'est en gros, même si ça paraît un peu trop chargé, j'essaye d'être bref et concis. Et surtout, c'est surtout des généralités que je vais évoquer. Après, dans le détail, je suis à votre disposition pour répondre aux questions s'il y a besoin. Alors, on va Donc, essayer de on va y partager l'écran, aller. on va y arriver, hein. Hop, là, on va- je pense qu'on va l'avoir en grand si je ne me trompe pas. Ici. Ouais, vous pouvez, avec la flèche, vous pouvez faire défiler. OK. Tout le monde voit bien l'écran partagé? Oui, c'est tout bon. Voilà. Parfait. Donc, juste avec Donc, la petite flèche. comme introduction, si vous voulez, bah, le sommeil, je dirais que c'est une activité médicale qui est récente euh, et ancienne. C'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment enseignée et elle n'était pas suffisamment connue, mais la recherche se fait depuis très longue date. Comme introduction, je dirais que nous, les anciens médecins, voire les un peu moins jeunes, on n'a pas spécialement été formés aux troubles du sommeil de façon générale. On a eu quelques notions pendant nos études. Et de ce fait, la majorité des médecins, je pense, sont un petit peu démunis devant les plaintes répétées de leurs patients quant aux troubles du sommeil qui sont multiples et variés. Certes, les pathologies les plus fréquentes aujourd'hui qui sont très médiatisées et prises en charge, ça reste l'apnée du sommeil, mais aussi il y a le reste, l'insomnie, l'hypersomnie, etc. Donc, face à cette méconnaissance, bah, il y a la communauté médicale, donc la médecine du sommeil s'est développée grâce aux techniques actuelles et futures avec l'arrivée de l'intelligence artificielle de façon, comment dire, exponentielle, va certainement changer encore plus et faire évoluer nos pratiques, de même que la recherche fondamentale et autres. Nous allons y arriver, ça. Donc, les troubles du sommeil, définition générale, c'est un syndrome caractérisé par des perturbations cliniques est significative du rythme veille-sommeil. Donc, le sommeil il est basé sur la veille et le sommeil. Et des dysfonctionnements aussi, c'est-à-dire un dérèglement de la physiologie cérébrale durant le sommeil. Donc, des phénomènes dynamiques, éveil-sommeil au niveau du cerveau, c'est des processus physiologiques pendant le sommeil. Donc, il se passe beaucoup d'événements qui consolident un petit peu certaines activités. Et donc, la perturbation de ces phénomènes induisent de fait des symptômes et donc des plaintes, d'où les consultations médicales. Donc, ça peut induire des vrais problèmes, je dirais, symptomatiques, pouvant aller jusqu'à l'handicap, troubles de la vie sociale, professionnelle, comportementale et autres. Et cela, tous ces troubles du sommeil ne s'expliquent pas par des étiologies évidentes, hein, telles que le rythme du travail ou autre. Je vous donne quelques chiffres quand même. Donc, une bonne nuit de sommeil. Je pense que beaucoup le savent que le sommeil, on a des cycles de sommeil. Les cycles du sommeil. Chaque cycle comprend en gros le sommeil lent léger, que sont le stade 1 et 2, mais le sommeil profond aussi, qu'on appelle le stade 3, et le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves.
Donc, une bonne nuit, on doit faire à peu près, quand le sommeil est équilibré, 3 à 5 cycles. Chaque cycle comprend, comme je viens de le dire, du sommeil léger et long léger, donc le stade 1 et 2, le sommeil profond 1 et 3 et le sommeil paradoxal. Donc il y a 3 à 5 cycles. Chaque cycle doit durer à peu près 90 à 110 minutes de moyenne. Donc si on prend 100 minutes, donc ça nous fait 6-7 heures de sommeil équilibré. Et donc on dit comme un train si vous voulez, des wagons qui se succèdent. Donc, en France, on a une personne sur cinq qui est concernée par les troubles du sommeil. C'est à peu près 20% de la population qui se plaint de troubles du sommeil. Dans les causes, on va y revenir. Et le mauvais sommeil, on sait qu'un mauvais sommeil, un sommeil instable, induit des pathologies cardiovasculaires, des complications telles que l'obésité, le diabète, mais aussi certaines pathologies cancéreuses, les risques d'accidentologie, ainsi de suite. Après, je dirais un sommeil équilibré, c'est environ 6 à 7 heures de sommeil, jusqu'à 8 heures de sommeil. On estime que c'est un temps raisonnable et satisfaisant. Donc, 28% de la population française est en tête de sommeil, c'est-à-dire qu'ils perdent au moins 1 heure par jour de sommeil. Et environ 1 sur 2 rapportent des problèmes du sommeil au cours de la semaine qui a précédé. Chez les adolescents, c'est encore pire et nos jeunes adolescents aujourd'hui, c'est encore très difficile avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Donc, on sait que le sommeil, aujourd'hui, c'est prouvé qu'un sommeil insuffisant est corrélé avec un plus petit volume de matière grise. Ça veut dire qu'ils ont des troubles de la mémoire et des troubles d'assimilation, etc. Donc, les nuits de moins de 6 heures augmentent le risque de diabète de 28%. Et un manque de sommeil multiplie par 4 les risques infectieux, ORL en particulier, et viraux. Comme vous pouvez voir sur ce diagramme qui est un petit peu intriqué, on voit les différents troubles du sommeil. Si on prend les troubles du sommeil tels que l'insomnie, ça c'est un gros problème de santé publique qui n'est pas vraiment, à mon avis, pris suffisamment en charge. C'est 10% de la population. Si, on, si vous additionnez les différents troubles du sommeil, SOH, c'est le syndrome obstructif du sommeil, syndrome d'apnée-hypopnée, donc 2%, plus 5%, plus 4%, ça nous fait à peu près 10 à 11% les troubles respiratoires liés au sommeil. Les pathologies neurologiques, syndrome des jambes sans repos, mouvement périodique des jambes, c'est 10%. Et puis les pathologies rares telles que la narcolepsie, les parasomnies, 2%, et les troubles du rythme circadien, c'est 5%. Et vous voyez que tout ça, elles sont intriquées, ça veut dire que toutes les pathologies peuvent s'associer. On peut avoir plusieurs troubles à la fois et à nous de les dissocier et de proposer une prise en charge aux patients bien adaptée. Ces troubles, si vous voulez, induisent forcément des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, avec des comorbidités importantes. Alors, j'ai appelé ça, c'est quoi le sommeil? Durant la vie, le sommeil évolue avec l'âge. Et vous voyez ici les diagrammes, les deux sont à peu près équivalents, et ça veut dire la même chose. À gauche, on a tout ce qui est les petits fromages verts, c'est la période de sommeil, et tout ce qui est blanc, c'est la veille. Et en fonction de l'âge, à droite, vous voyez tout ce qui est noir, c'est plutôt le sommeil, c'est les heures de sommeil. Et tout ce qui est hachuré en gris, c'est les siestes, la journée. Et tout ce qui est blanc, c'est les périodes de veille. Et on voit bien qu'à la naissance, jusqu'à l'âge de 3 mois à peu près, le sommeil chez le bébé n'est pas stabilisé. On appelle ça la période agitée, la période calme. Quand il dort, c'est la période calme. Il n'a pas de veille-sommeil, il connaît. Bon, il dort pas la nuit et le jour. Donc c'est normal que les bébés soient, j'ai envie de dire, difficiles les premiers mois, les premières années de la vie des parents. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas un sommeil parfaitement stabilisé. À 2 semaines, vous voyez, les fromages verts se rattrapent entre eux et comment dire, s'associent et on fait plus de veille, plus de sommeil. Et puis plus on va dans l'âge, vers l'âge de 1 an, et toutes les mamans le savent et les pères aussi maintenant, les enfants dorment plus la nuit, hein, de 18 h à 6 h, 7 h du matin, on continue où ils sont censés faire ça. Et ils ont 2 petites siestes, une le matin et une en début d'après-midi, qui est un petit peu plus longue.
Vers l'âge de 4, entre 4 et 6 ans, ben, il ne reste plus que la sieste du début d'après-midi. C'est ce qu'ils leur font à la maternelle, tout ça. Donc, ils les font dormir une demi-heure ou une heure en début d'après-midi. Sinon, le reste, ils sont censés rester éveillés, apprendre, évoluer. Et la nuit, ils doivent dormir. Vers l'âge de 10 ans, 10-12 ans, normalement, le sommeil est déjà stabilisé et il n'y a plus de sieste ou de récupération diurne et il y a un sommeil qui s'installe la nuit. Plus on va vers l'âge, le sommeil se stabilise et la moyenne, elle est de 7 à 8 heures par nuit. Ici, si vous voulez, c'est les recommandations pour la quantité de sommeil en fonction de l'âge. Et de la gauche à droite, on voit bien ce que je viens de dire tout à l'heure, que le nouveau-né de 0 à 3 mois, il a besoin au minimum de 14 heures, au maximum 17 heures. Donc le bleu foncé, c'est ce qui est recommandé. Le bleu plus clair, c'est ce qui est approprié, hein, l'idéal. Et le blanc, normalement, on doit être réveillé, on n'a pas à faire de sieste. Et on voit bien que le sommeil chez le nourrisson et les petits-enfants est entre 14 et 17 heures, ça c'est ce qui est au moins recommandé, mais l'idéal c'est entre 11 et 19 heures de sommeil. Et plus on va vers la droite, plus le sommeil évolue, on le voit bien. Et vers l'âge adulte, normalement, de l'âge de 20-25 ans jusqu'à la fin de la vie, normalement, le sommeil devrait être stable, équilibré, entre 6-8 heures. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le chronotype qu'on peut qualifier comme normal, bien qu'il n'y a pas de normalité dans le sommeil. Et moi, je dis toujours à mes patients que chacun a son propre sommeil. Il faut qu'il connaisse son chronotype, son rythme, et il s'adapte à ce rythme et il n'est pas obligé de faire comme les autres. En gros, le sommeil est géré, j'ai envie de dire, par ce qu'on appelle les régulateurs ou les synchroniseurs. Et il y a la régulation homéostatique et la régulation circadienne. Donc la régulation circadienne, ça veut dire jour, les 24 heures, hein. C'est la courbe jaune qui est au-dessus, c'est le jour et la nuit. Donc l'horloge biologique, qui se situe au niveau du cerveau, reçoit les signaux et la lumière est le premier régulateur du sommeil. La lumière, c'est le premier régulateur du sommeil. Ça veut dire quand le jour se lève, l'œil perçoit la lumière, il transmet le signal à l'horloge biologique et l'horloge biologique arrête la fabrication de la mélatonine et donc l'éveil commence et la journée commence. À cela, elle travaille en synchronisation avec ce qu'on appelle la régulation homéostatique, c'est-à-dire la pression du sommeil. Donc, après une nuit de repos, l'organisme est reposé, donc il commence à accumuler de la fatigue, de la pression du sommeil. Donc, c'est la courbe en vert qui monte, vous voyez. Et en début de soirée, on est au maximum de la pression du sommeil. Ça veut dire qu'on a, j'ai envie de dire, les batteries sont déchargées. On a déjà de la fatigue. En face, il y a la lumière qui commence à diminuer. Et là s'installe, si vous voulez, la pression du sommeil et le sommeil intervient. Donc, les deux rythmes homéostatique et circadien travaillent, si vous voulez, en coordination ou en synchronisation pour qu'il y ait le rythme veille-sommeil. Toujours le même diaporama à peu près. On a ici le rythme circadien en jaune. On voit bien ici que la lumière du jour monte et puis elle diminue en début de nuit, de même que la pression du sommeil. Quand la pression du sommeil est au sommet, la lumière a commencé à diminuer et donc il y a une récupération d'un point de vue physique. Le sommeil s'installe et puis on repart sur un autre cycle le lendemain. Une dysrégulation, si vous voulez, une désynchronisation du rythme veille-sommeil induit forcément des pathologies du sommeil. Donc, on a la plainte du sommeil, c'est-à-dire le trouble le comportement veille-sommeil est dérégulé, d'où la plainte. La plainte, les gens qui ont du mal à s'endormir, donc de l'insomnie, mais aussi les gens qui dorment trop, qui sont fatigués la journée, donc c'est l'hypersomnie ou la somnolence excessive. Et il y en a d'autres qui ont un rythme veille-sommeil qui est complètement perturbé. Ils essayent de récupérer la dette de sommeil qu'ils ont, mais ils n'y arrivent pas, donc ils se désynchronisent complètement et ils ont un rythme veille-sommeil qui est très perturbé, d'où la détresse et l'handicap respiratoire,
la détresse et l'handicap qui amènent à la consultation. Le sommeil, dans sa partie végétative, là, c'est le petit carré qu'on voit moins bien sur le côté droit. Je l'ai agrandi sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc le système a une fonction végétative la nuit. Et vous voyez, c'est un diagramme qui est un peu compliqué, mais on voit bien que tous les systèmes sont en lien entre eux et un dysfonctionnement du système végétatif induit forcément des morbidités, des mortalités liées aux troubles du sommeil. Donc, on a le système nerveux, mais pendant la nuit, il y a beaucoup de processus qui interviennent, en particulier le système immunitaire. Je disais tout à l'heure, ça augmente le risque de rhume. C'est parce que le système immunitaire, la nuit, est au plus haut niveau de son activité pour éliminer tout ce qui est, je dirais, germes et autres la journée. Parce qu'il a, voilà. Et donc, tout ça sont liés entre eux. Maintenant, le sommeil aujourd'hui, c'est devenu une spécialité et on essaye, du moins la recherche, essaye un peu comment dirais-je, euh, de bien coordonner et d'essayer d'être un peu plus systématique. Donc, la recherche d'aujourd'hui, c'est qu'on part d'une population générale, le tout venant, qui nous sert aujourd'hui avec les data et autres données. Donc, on part d'une population générale, on étudie leur comportement, leur régime différent de vie, leur rythme sommeil, leur façon de s'alimenter, tout ça de façon générale avec les données scientifiques qu'on connaît, de la recherche fondamentale et les connaissances qu'on a sur les cellules nerveuses, les cellules de façon générale, le cycle de la mélatonine, la génétique, etc. Donc tout ça, on a une base de données suffisamment large pour, si vous voulez, définir ce qu'on appelle des phénotypes. Les phénotypes, les phénotypes, c'est un recueil systématique des groupes, si vous voulez, de patients et définir des pathologies qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, c'est la constitution d'une base de données massive des comportements de recherche, fondamentale. Et donc, définir des phénotypes. Et derrière les phénotypes, il y a aussi des endotypes. Donc, de ces caractéristiques des nouveaux types, ben, on a des diagnostics beaucoup plus précis sur le sommeil, tels que l'apnée du sommeil, mais autres. L'apnée du sommeil, c'est l'une des pathologies, mais pas que. Après, on peut définir des stratégies de prévention et des stratégies de pronostic, donc de limiter les risques. Alors, les différents troubles du sommeil, je les ai mis dans ce tableau, mais on va les détailler brièvement dans les diaporamas suivants. On a les troubles insomnie, on a l'insomnie aiguë, de moins de 3 mois, et l'insomnie chronique. Donc ça, c'est les troubles de l'insomnie. Après, on a les troubles respiratoires du sommeil. C'est le syndrome d'apnée, le syndrome d'apnée centrale, les syndromes hypoventilation, obésité. Après, vous avez les troubles de l'hypersomnie d'origine centrale, la narcolepsie, l'hypersomnie idiopathique, le syndrome de Klein-Levin et autres. On a aussi les troubles du rythme circadien, tout ça, je vais y revenir, vous allez voir, il y a des petites photos. Et les troubles parasomniaques, c'est les parasomnies, les cauchemars, les parasomnies, somnambulisme et autres. Et après, on a les troubles moteurs du sommeil. C'est souvent des pathologies neurologiques. C'est le syndrome des jambes sans repos, le mouvement périodique des jambes, le bruxisme. Donc, en allant un peu plus au détail, les troubles respiratoires, ça représente à peu près 10 à 12%, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le syndrome d'apnée du sommeil obstructif que beaucoup de monde connaît, en particulier les professionnels. Après, on a le syndrome d'apnée hypopnée centrale. Donc, ce n'est pas la même physiopathologie par rapport au syndrome d'apnée obstructif. Et on a après le syndrome hypoventilation ou le syndrome obésité-hypoventilation qui survient chez les patients qui sont obèses, qui peuvent être associés à l'apnée. Donc, les trois pathologies ici, elles peuvent être associées chez le même patient, comme elles peuvent être uniques chez un patient. Après, vous avez les troubles de l'insomnie, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'insomnie aiguë et l'insomnie chronique de plus de 3 mois. Et là aussi, qui nécessite une prise en charge spécifique. Les troubles de la somnolence d'origine centrale,
dominés par la narcolepsie. Donc, il y a deux types de narcolepsie, la narcolepsie de type 1 et la narcolepsie de type 2. La narcolepsie de type 1, c'est quand il y a une cataplexie, c'est-à-dire qu'il y a une paralysie du corps, il y a une chute brutale et un endormissement brutal, sans prodrome, sans rien. La narcolepsie sans cataplexie, c'est les patients qui, je dirais, perdent connaissance, une absence ou juste une paralysie d'un membre ou d'un organe, je dirais, sans qu'il y ait une vraie cataplexie. Et ça, c'est dû à un déficit de l'hypocrétine. Donc, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules nerveuses. Après, on a l'hypersomnie idiopathique, ça on ne sait pas, c'est des patients qui ont une somnolence très excessive la journée, enfin la nuit, hein, donc ils dorment déjà plus de 10 heures la nuit, 12 heures, et qui ont une pression du sommeil très importante la journée. Donc, c'est des patients qui dépassent largement les 12 heures de sommeil par 24 heures. Donc, ça induit forcément un impact sur le plan social, professionnel, relationnel et autres. La maladie de Klein-Levin, donc c'est une maladie très rare. C'est des épisodes, je dirais, d'hypersomnie, c'est-à-dire c'est des gens qui ont tendance à dormir beaucoup et faire des siestes. C'est comme le, c'est comme l'hypersomnie idiopathique, mais par intermittence. Donc ce n'est pas quelque chose qui est chronique, qui est quotidienne. C'est par période, souvent déclenché par un stress, par un épisode viral ou autre. Et donc ça survient assez brutalement en 24 heures. Ils passent une semaine, 10 jours avec des troubles psychologiques, voire même psychiatriques sévères, avec de la somnolence. Et puis, ça se calme, et puis ils redeviennent, j'ai envie de dire, normaux. Et donc ça, c'est par période, il faut y penser, et après, on a les autres troubles du sommeil. La pathologie principale, les autres pathologies du trouble circadien, c'est-à-dire du rythme des 24 heures, on a ce qu'on appelle les avances de phase. Là, sur le diagramme qui est à côté, vous voyez au-dessus, on a un rythme qu'on peut qualifier de normal, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est gris, c'est le sommeil. Les traits ici, c'est les nuits. Donc, on voit bien que les gens qui ont un rythme veille-sommeil à peu près équilibré, on peut qualifier de normal. C'est des gens qui s'endorment vers 22, 23 heures et qui se lèvent vers 6, 7 heures, normalement, sans problème particulier. On a l'autre rythme qui est juste en dessous, qu'on appelle retard de phase. Donc, c'est un chronotype, hein, il faut juste le connaître. Ce n'est pas forcément pathologique, mais quand il y a un impact social, professionnel ou autre, il peut être pris en charge. Donc, c'est ce qu'on appelle les gens du soir. C'est des gens qui se couchent très, très tard, qui sont en forme le soir, qui veulent travailler le soir, qui se couchent tard, donc vers 2 heures, 3 heures, voire 4 heures du matin, mais qui se lèvent très tard aussi dans la matinée. Et donc, pour quelqu'un qui travaille à 8 heures, 9 heures, c'est un vrai problème pour lui. Donc, il se couche très tard, il se lève très tard, ce qu'on appelle le retard de phase, syndrome retard de phase. Et après, syndrome d'avance de phase, c'est l'autre extrémité, je dirais. C'est des gens qui sont en pleine forme très tôt le matin, donc qui se couchent très très tard, qui ont la pression du sommeil très tôt. Déjà vers 18-19 heures, ils commencent à somnoler pour s'endormir à 20 heures et ils se lèvent vers 1 heure ou 2 heures du matin. La nuit est finie et ils commencent leur activité à ce moment-là. Après, on a ce qu'on appelle le libre cours. Le libre cours, ça touche principalement les aveugles. Ce n'est pas les non-voyants, c'est les aveugles qui ne perçoivent pas du tout la lumière. Donc, juste une petite parenthèse, il faut retenir que le rythme circadien, ce n'est pas 24 heures 00, c'est un peu plus de 24 heures. Mais la vie sociale et humaine a fait qu'on est réglé sur 24 heures. Mais si dans la réalité physiologique et biologique de l'être humain, on est réglé un peu plus que 24 heures. Et donc tous les jours, on est censé dormir un peu plus pour revenir au bout d'un certain temps, une semaine du jour, au rythme initial. Et on voit bien ici, ça part en escalier, c'est les personnes qui sont vraiment aveugles, qui ne perçoivent pas du tout la lumière. Et là, c'est le rythme physiologique qu'ils ont. L'expérience a été prouvée sur des êtres humains. On les a mis dans des grottes. C'est dans les années 60. On a mis un groupe dans une grotte. Je ne vais pas revenir sur les détails. Dans une grotte, sans réveil, sans rien du tout. Et ils remplissaient. Et donc, on voyait, quand ils sont sortis, ils étaient décalés. Ils étaient décalés de plusieurs jours. Et on voyait. Donc, ils notaient, voilà.
Après, vous avez, je dirais, le syndrome désadaptatif du travail. C'est le travail décalé, hein. Donc, c'est des gens qui ne supportent pas. C'est le travail décalé. C'est les gens qui travaillent de nuit, de jour, le 3 fois 8, 2 fois 12 heures, ainsi de suite. Et après, il y a le jet lag, c'est le décalage horaire. Mais en général, c'est pas très compliqué. Les troubles parasomniques, donc ça, c'est les perturbations du fonctionnement du système nerveux. C'est les parasomnies, donc c'est les éveils confusionnels. C'est le fait de se réveiller le matin complètement perturbé, pas savoir, ou à l'inverse, endormir au moment au début du sommeil, avoir des troubles. On a aussi les terreurs nocturnes, donc c'est une vraie pathologie qui souvent est sous-tendue par des troubles psychologiques, anxiété et autres, voire dépressifs. Et on a le somnambulisme. Et le trouble, donc ça c'est du sommeil lent. Après, on a les troubles aussi qu'on enregistre, hein, qu'on étudie bien, c'est les troubles de parasomnie en sommeil paradoxal. Donc, c'est le sommeil des rêves. Normalement, pendant le rêve, le corps est paralysé, le cerveau est en pleine activité cérébrale parce qu'il rêve, il travaille, c'est le même rythme que l'éveil, mais alors que le corps est complètement paralysé. Et les troubles du sommeil, donc on a des patients qui sont en sommeil paradoxal, mais qui sont agités quand même. Et c'est des pathologies qui sont étudiées. Il y a les cauchemars aussi, les troubles dissociatifs. C'est des troubles souvent psychiatriques. Donc, c'est des troubles qui surviennent en début de nuit. Donc, il y a un début de sommeil très agité et les patients, ils ne se rappellent pas du tout de ce qui leur arrive. Après, les troubles mineurs, on vient de le dire, c'est le syndrome des jambes sans repos. Et il a des conséquences cliniques importantes, similaires aux troubles respiratoires du sommeil et les mouvements périodiques des jambes. Il y a le bruxisme aussi, parce que ces troubles-là induisent de fait des micro-éveils non détectés par le patient, c'est des micro-éveils, donc le cerveau n'arrive pas à installer un sommeil réparateur, stabilisé, équilibré, qui permet une récupération suffisante et donc une activité diurne normale. Donc il y a toujours une dette de sommeil du fait de ces pathologies. Et le plus gros morceau, je dirais, l'activité qui est la plus connue et qui est la mieux prise en charge actuellement, c'est les troubles respiratoires du sommeil et le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, le syndrome d'apnée du sommeil, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs types. Le plus fréquent, à 70% à peu près, c'est le syndrome obstructif du sommeil. C'est les gens qui ronflent, donc. C'est souvent des ronfleurs et qui ont une obstruction des voies aériennes supérieures. Donc, ronflement, ils ont de la somnolence diurne, trouble de la vigilance, ça peut aller jusqu'à la fatigue, jusqu'au risque accidentogène, avec des risques cardiovasculaires, etc. Donc, les symptômes, c'est les ronflements, c'est l'asthénie, c'est la dysurie, hein, dysurie nocturne, sensation de suffocation, des réveils avec sensation de suffocation, des céphalées matinales, de la fatigue, de la somnolence, troubles mnésiques, troubles de la mémoire, l'irritabilité, baisse de la libido, ça peut aller jusqu'aux troubles dépressifs. Donc le traitement repose, comme beaucoup vous le savez, sur la pression positive continue, hein, donc c'est la ventilation nocturne par pression positive continue, c'est le traitement principal du syndrome d'apnée du sommeil. Après, on a accessoirement sur des patients bien, je dirais, ciblés, le traitement par orthèse d'avancée mandibulaire. Donc, c'est le dispositif buccal qui est confectionné par les dentistes qui connaissent bien la question. Donc, l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est de le fait d'avancer la mâchoire la nuit pour libérer les voies aériennes supérieures derrière. Donc, en libérant les voies aériennes supérieures, donc le ronflement, théoriquement, il disparaît et les apnées aussi. Donc, c'est un traitement qui remplacerait, je dirais, la PPC, mais dans certaines conditions très précises. Après, bien sûr, l'aval de l'orthodontiste si les conditions le permettent. Après, il y a la vraie chirurgie d'avancée mandibulaire. Moi, dans toute ma carrière, j'ai fait opérer 4 patients. C'est la chirurgie d'avancée mandibulaire, c'est donc d'opérer carrément les patients. Au lieu de jouer uniquement avec l'orthèse, c'est de déplacer la mâchoire, ça veut dire casser au niveau de la mandibule inférieure, avancer, voire casser le mandibule supérieur aussi, avancer pour garder une harmonie esthétique, refaire le nez, etc. Donc, c'est une chirurgie du traitement de l'apnée du sommeil, mais il y a aussi une part esthétique. Tout ça, c'est des traitements qui sont avérés, qui sont pris en charge par la sécurité sociale, et c'est des traitements de l'apnée du sommeil. Ce n'est pas esthétique, même s'il y a une part esthétique importante.
Après, on a le traitement, ce qu'on appelle, nous, la stimulation du génioglosse. Donc, le génioglosse, c'est le nerf qui fait bouger la langue. La langue, il y a deux nerfs, un à droite et un à gauche. Et donc, le principe de la stimulation du génioglosse, c'est le principe du pacemaker que tout le monde connaît. Donc, on met un pacemaker, cette pile au niveau, en sous-cutané, au niveau de la poitrine. Il y a un capteur qui va au niveau du diaphragme ou des muscles intercostaux pour mesurer la ventilation. Et l'autre capteur ou l'autre fil, il remonte sous la peau à travers le mandibule pour se fixer sur le nerf qui fait bouger la langue. Donc, ça s'appelle le génioglosse. Et le principe, c'est quand il y a une apnée, il y a une désynchronisation de la ventilation. Le signal est envoyé au stimulateur qui envoie un signal à la langue pour qu'elle sorte. Donc, il y a une contraction de la langue et un bascule de la langue à l'extérieur. Donc, la langue à l'extérieur, ça libère les voies aériennes postérieures et donc ça empêche l'apnée de s'installer. Donc, c'est un traitement qui est aussi adressé à des patients très ciblés, fait dans des centres hyper spécialisés, etc. Après, on a le traitement positionnel, c'est souvent les apnées dorsales. C'est les gens qui sont en décubitus dorsal et qui font les apnées. Donc, quand ils sont exclusivement dorsales, on leur conseille, et il y a des dispositifs pour les empêcher de dormir sur le dos. On a des espèces de boudins qu'on peut mettre ou mettre quelque chose qui empêche la personne. Maintenant, avec la technologie, il y a même des vibreurs et tout. Quand la personne se met sur le dos, ça vibre et ça l'empêche de rester sur le dos. Donc, il se retourne sur le côté et l'apnée passe. Ça, c'est le traitement. En gros, les traitements. Mais il faut noter que 80%, voire plus, ça reste, comment dire, ça reste la pression positive continue. Pression positive continue, c'est le gold standard. Donc, c'est le traitement le plus utilisé et qui marche dans 100%, à condition que le patient le fasse et s'adapte. Donc, les stades du syndrome d'apnée, donc léger, hein, entre 5 apnées par heure et 15 apnées par heure. C'est un syndrome d'apnée du sommeil léger. La normalité, c'est entre 0 et 5. Ça, c'est les définitions. Entre 5 et 15, c'est un syndrome d'apnée du sommeil léger. En général, on n'intervient pas. Quelques conseils hygiéno-diététiques et autres et surveillance. Parce qu'il n'y a pas de conséquences, je dirais, avérées sur le plan cardiovasculaire ou sur le plan clinique. Le syndrome d'apnée du sommeil modéré, c'est entre 15 et 30. Là, ça se discute en fonction au cas par cas. Hein. Donc, il y a des recommandations qui sont très précises là-dessus. Donc, on traite les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, il y a un risque d'aggravation, ou les patients symptomatiques. Pour les autres, ça se discute et ils peuvent éventuellement bénéficier d'une orthèse d'avancée mandibulaire ou autre. Le syndrome d'apnée du sommeil sévère, c'est un index supérieur à 30 apnées par heure, 30 événements par heure. Là, il y a une indication théorique de traitement. Donc là, il y a souvent une symptomatologie associée. Donc, on traite tous les patients qui sont symptomatiques et qui, a fortiori, ont des pathologies cardiovasculaires. Donc, le risque cardiovasculaire est multiplié par 3 chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Vous voyez ici, sur la gauche, une respiration normale et au milieu, il y a une ligne, ce qui correspond à une apnée. La courbe du haut, c'est le ronflement. On voit bien que quand le patient respire, il y a du ronflement. Quand le patient ne respire plus, il n'y a pas de ronflement. Et l'apnée en dessous, avec la courbe tout à fait du bas, qui est la saturation nocturne. On voit bien qu'après une respiration, la saturation monte. Et quand il y a une apnée, il y a une désaturation. Et donc, c'est la désaturation qui est responsable, je dirais, des troubles. Et c'est la désaturation qui envoie le signal au cerveau, qui lui-même envoie un signal aux muscles pharyngés pour se contracter et ouvrir le passage. Après, une petite parenthèse sur l'insomnie dont je m'occupe et j'aimerais m'occuper encore plus. Donc, ça représente quand même un chiffre non négligeable, 20% de la population française et 10% d'entre eux prennent régulièrement des somnifères ou des traitements pour essayer de dormir mieux. Donc, c'est des difficultés d'endormissement, l'insomnie. Donc, il y a 3 types d'insomnie. L'insomnie d'endormissement, donc c'est les patients qui ont des difficultés de s'endormir en début de nuit. Il y a les réveils intrasommeil, c'est des patients qui dorment bien au début de nuit, ils s'endorment vite, mais qui se réveillent au milieu de la nuit et ils restent réveillés ou éveillés
sur une période de temps assez longue qui va de 30 minutes jusqu'à 1 heure, 2 heures, hein, qui, des fois, ils ont des activités nocturnes, ils s'occupent, ils se lèvent, ils font leur vie, et après, ils se rendorment sur le matin pour finir leur vie. Et il y a la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les réveils précoces. C'est des patients qui s'endorment bien les 2 tiers de la nuit et ils se réveillent beaucoup plus tôt qu'ils ne le souhaitent. Et donc, ils attendent le matin pour se lever et pour commencer leur vie. L'insomnie chronique, c'est celle qui est la plus importante, c'est quand les troubles durent plus de 3 fois par semaine et plus de 3 mois. Donc, les traitements dépendent de la cause, bien sûr. Souvent, il y a de l'anxiété ou de la dépression derrière. Certains médicaments peuvent induire ces troubles, les bêta-bloquants, les corticoïdes et autres. Certaines maladies associées, neurologiques ou précurseurs, donc les personnes qui ont de l'insomnie sont prédisposées à la maladie de Parkinson ou à la maladie d'Alzheimer. Et il y a toutes les autres pathologies organiques non équilibrées, hein, donc les insuffisants respiratoires, les diabétiques, les pathologies neurologiques et autres, l'arthrose en particulier. Quand on a un trouble organique, ça peut induire de fait des troubles du sommeil, en particulier l'insomnie, et ça peut être un handicap complémentaire. Ça peut ainsi être associé, comme vous l'avez vu sur le tout premier diagramme, ça peut être associé à d'autres pathologies telles que l'apnée du sommeil, syndrome des jambes sans repos, la narcolepsie et autres. Donc le traitement de l'insomnie, hein, il est basé principalement sur la thérapie cognitivo-comportementale. Vous verrez tout à l'heure un petit exemple. La thérapie cognitivo-comportementale, donc c'est des consultations régulières avec des conseils et des consignes. On s'aide beaucoup avec un agenda du sommeil. Avec ça, bien sûr, il faut traiter la cause, hein, donc la cause de l'insomnie. Hein. Si c'est un traumatisme psychologique ou autre, il faut confier les patients aux spécialistes de la question. Et on peut s'aider aussi par toutes les pathologies alternatives que tout le monde connaît, la sophrologie, l'hypnose, la méditation et autres, l'activité sportive, etc. Donc, je vous présente brièvement l'unité du sommeil de la polyclinique. Hein, on m'a demandé de faire ça. Donc, l'unité, je l'ai montée en 2014, je crois, quand je suis installé à la clinique. Bon, on n'a pas commencé avec autant de lignes et autant d'effectifs. Donc, on a actuellement 9 chambres, 5 qui sont équipées avec des polysomnographes et vidéo. Vous verrez la photo, et un équipé avec un polysomnographe ambulatoire. Donc, il y a 2 à 3 chambres qui sont, on va dire, sur les 9, on a 6 qui sont bien équipés. Les 3 autres, c'est des chambres d'hôpital normaux, hein, avec des équipements et dans lesquels on peut faire de la polygraphie et d'autres tests. Moi, je fais tous mes patients insuffisants respiratoires et autres. Quand je leur fais des contrôles ou des hospitalisations courtes, j'occupe ces chambres-là. Le personnel, il y a moi qui suis médecin, donc somnologue. J'ai 2 infirmières, dont une a le DU du sommeil, qui coordonne l'activité et qui m'aide aussi à lire les tracés. Donc, elle connaît bien son activité, il n'y a pas de souci. On a formé une technicienne du sommeil, donc une ancienne aide-soignante qui a eu son diplôme donc, de technicienne du sommeil, qui s'occupe aussi des patients. Elle les branche aussi, mais elle sait lire les tracés, le codage des polysomnographies, des polygraphies, etc. Et on a 3 aides-soignantes, dont une de nuit, exclusivement de nuit, qui est formée aussi pour s'occuper des patients. Bon, elle ne lit pas, mais elle connaît bien les phénomènes, les problèmes techniques ou la technique de l'enregistrement. Et elle est là pour surveiller les patients toute la nuit et parer à tout incident qui peut survenir d'ordre technique ou autre. Donc moi, je m'intéresse au sommeil de façon générale, donc je fais j'ai envie de dire, je m'occupe du sommeil de façon générale. Donc je fais toutes les explorations. Après, tout ce qui relève de mes compétences et que je sais faire, je m'occupe du patient. Je le prends en charge dans le cadre du traitement et de la prise en charge globale. Après, sinon, s'il y a une pathologie neurologique, psychiatrique ou autre, je le confie à mes confrères. On a un petit réseau et on s'organise entre nous, en particulier le CHU de Clermont-Ferrand. Donc, on fait des polysomnographies sur 12 heures avec ou sans vidéo, enregistrement vidéo. Et on peut, dans certaines pathologies, faire des enregistrements continus qu'on appelle 24, 36 ou 48 heures. Il y a des patients qu'on garde au labo du sommeil pendant 48 heures, enregistrés, filmés en permanence pour voir le rythme, etc. Les TIL, c'est les tests itératifs de latence d'endormissement. Ils sont utiles dans toutes les pathologies je dirais, de l'hypersomnie. C'est exploration de l'hypersomnie, recherche de la narcolepsie, l'hypersomnie idiopathique et tout. Donc, c'est des tests de vigilance. Donc,
la règle, c'est 5 tests par jour. On les oblige à faire des siestes, c'est-à-dire qu'on met le patient dans des conditions pour dormir. Le test dure 20 minutes au maximum. Et donc, il dort. On fait 5 tests la journée. Donc, on éteint les lumières, on le met dans son lit, on ferme les volets, on fait tout. Et le service, bien sûr, il est calme, hein. Nous avons un service qui est bien, bien adapté. Et donc, on fait les 5 tests et on voit la latence d'endormissement, combien de temps il s'endort, à quel stade il s'endort, et ainsi de suite. Et ça nous permet d'apporter des diagnostics. Les tests de maintien de l'éveil, c'est l'inverse. Donc là, on met le patient toujours dans le noir, on éteint les lumières, pas de bruit, mais il faut qu'il reste assis dans un fauteuil, confortable bien sûr, et fixe un point, et il ne doit pas s'endormir. Et là, on voit si il a une somnolence excessive et s'il a une tendance à l'endormissement. C'est des tests obligatoires chez les chauffeurs routiers quand ils ont l'apnée du sommeil. Et quand on a des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, et qui se plaignent d'une somnolence persistante malgré un traitement bien conduit. Il met bien sa machine, il met bien son orthèse, mais malgré ça, il a tendance à être fatigué, à avoir de la somnolence. Donc, on leur fait des tests de vigilance diurne. Et aujourd'hui, on a un traitement aussi médicamenteux. Le Zawad, c'est un éveillant, c'est un antihistaminique troisième génération qui induit l'éveil. Après, on a des tests. Moi, j'ai 2 actimètres pour voir le rythme veille-sommeil. Les actimètres, c'est des espèces de montres. Vous allez voir la photo, on peut mettre la photo. Voilà, les actimètres, c'est les 2 bracelets que vous avez là, les montres. Donc, c'est des montres qu'on prête aux patients pendant minimum une semaine, voire 15 jours, 3 semaines, pour voir le rythme veille-sommeil. C'est-à-dire quand ils sont au calme et quand ils sont éveillés, c'est-à-dire ils bougent. Donc, il y a un capteur de lumière et un capteur de mouvement. Et donc là, on a un rythme pour voir si les patients ont un rythme plutôt régulier veille-sommeil ou ils ont des rythmes irréguliers. Et on déduit donc des troubles à travers ça, avec par ailleurs des agendas du sommeil. On a les capnographes. Le capnographe, c'est des appareils qui mesurent la saturation nocturne en oxygène et la pression de gaz carbonique, la PCO2. Donc ça, on l'utilise souvent chez les insuffisants respiratoires, mais aussi dans la pathologie telle que le syndrome hypoventilation-obésité, parce qu'on sait que quand les patients sont obèses, la ventilation est mauvaise la nuit, le jeu diaphragmatique est diminué et ils peuvent aggraver la PCO2, leur gaz carbonique, qui est un facteur aggravant, baisser le taux d'oxygène, c'est même la définition, je dirais, du syndrome obésité-hypoventilation. Et là, ça pose l'indication de traitement ventilatoire nocturne. Peut faire des gazométries, on a tous les questionnaires du sommeil. Donc, les questionnaires du sommeil, il y en a des dizaines pour définir tout ça, des traces. Et là, je vous ai mis une photo de notre labo du sommeil. Les deux, vous voyez, les deux en haut, c'est les chambres du sommeil qui sont équipées avec la vidéo. Et le petit appareil blanc qui est sur le côté, c'est ce qu'on appelle la trackbox. Donc, ça permet d'enregistrer. La salle de lecture avec les 4 ordinateurs où on s'installe pour lire nos sommeils. Vous avez 2 ordinateurs, vous voyez, les tracés qui défilent avec les vidéos. Et les deux montrent les actimètres, l'appareil pour le test de marche et la capnographie. Les patients, quand ils viennent, donc on les branche. Vous avez les deux à gauche avec et sans vidéo. Donc, ils ont sur la tête, vous voyez, les électrodes pour enregistrer l'électroencéphalogramme. On a les oculogrammes, un en haut, un vers les yeux, un en haut à gauche et un en bas à droite. C'est pour mesurer les paupières, donc les mouvements oculaires. On a au niveau du menton pour mesurer le mentonnier, pour voir les phases de veille et quand ils sont réveillés. Donc, on a un mouvement mentonnier. Vous avez les deux jambiers en bas pour voir s'il y a des mouvements de jambes. Les syndromes des jambes sont repos, mouvement périodique des jambes, mais aussi s'il y a d'autres mouvements pathologiques. Et l'appareil qui enregistre tout avec le saturomètre au doigt qui mesure la saturation et la fréquence cardiaque. La polygraphie ventilatoire, c'est uniquement celle qui est à droite, c'est uniquement pour rechercher les apnées du sommeil. Il y a des capteurs thoraciques et abdominaux, plus les thermistances nasales au niveau du nez, avec la saturation nocturne, plus la fréquence cardiaque. Alors aujourd'hui, le circuit patient que je propose éventuellement, c'est j'ai une consultation dédiée au sommeil. Souvent, c'est les vendredis, voire les jeudis matin aujourd'hui. Et donc, consultation au sommeil, c'est des patients qui viennent pour des troubles du sommeil multiples et variés. Donc, moi, troubles du sommeil, je les vois
et avec l'interrogatoire, on essaye d'avoir des symptômes, en fonction des symptômes cliniques, on organise la prise en charge, enregistrement, on leur fait remplir des questionnaires. Je leur confie aussi des agendas du sommeil à faire chez eux. Vous allez voir un agenda du sommeil, ils le remplissent parce que ça demande du temps. Et après, on organise des explorations au laboratoire ou pas forcément avec les actimétries et autres. Alors aujourd'hui, ma proposition, la proposition pour la prise en charge de syndrome d'apnée du sommeil pour les médecins, donc en particulier, il y a des médecins qui font aujourd'hui, qui ont la formation et qui font la polygraphie et qui traitent les patients. Donc là, il n'y a pas de souci, mais s'il y a un avis d'expert à demander ou s'il y a des difficultés à ventiler leurs patients, s'il y a des problèmes, un avis, bon, bien sûr, je suis là et l'équipe du sommeil est là pour les accompagner s'il y a besoin. Pour les médecins qui peuvent faire la polygraphie, mais qui ne peuvent pas prescrire la PPC, donc là aussi, ils peuvent faire les polygraphies sans problème de dépistage, comme ils ont l'habitude de faire. Et après, nous, on peut prendre en charge derrière les patients pour la prise en charge thérapeutique si le syndrome d'apnée du sommeil est avéré, etc. Et après, les médecins prescripteurs, mais qui n'ont pas forcément la formation, qui n'ont pas envie de faire des polygraphies de dépistage, là aussi, je suis à leur disposition pour voir leurs patients, consultation sommeil et organiser la prise en charge. Pour finir, un petit exemple, ce que je venais de dire tout à l'heure, donc c'est un trouble veille-sommeil. Vous voyez, l'agenda du sommeil, c'est ce que je leur fais remplir, c'est un outil essentiel dans la prise en charge. Pour le résumer, je n'ai pas de curseur, mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez ici, sur le côté gauche, chaque ligne correspond à 24 heures. Et on voit, il a assuré tout ce qui est noir, c'est la période où il a estimé qu'il a dormi, avec des petites siestes. La flèche vers le bas, c'est l'heure à laquelle il a été au lit. La flèche vers le haut, c'est la flèche quand il s'est levé du lit, quand il a fini sa nuit. Et on voit bien, en fin de nuit, il y a des périodes de réveil très longues où il se réveille, mais il reste dans son lit assez longtemps, jusqu'à 3-4 heures. Et là, à droite, tout à fait à droite, il y a un petit carré, ça veut dire qu'il a fait une sieste ce jour-là. Après une prise en charge médicale, la première diapo, vous l'avez en haut, et vous voyez, progressivement, on a réussi à stabiliser son sommeil et qu'il a un sommeil relativement équilibré et régulier. Et la troisième, donc c'est des consultations générales quand ils sont en thérapie cognitivo-comportementale. Moi, je les vois toutes les semaines. Les recommandations, c'est entre 5 et 7 jours maximum. Donc, ils remplissent l'agenda, ils viennent, on discute, on débriefe la question, et puis ils partent avec des conseils et des consignes, et ils reviennent une semaine après pour qu'on puisse étudier la semaine et voir qu'est-ce qu'on fait pour la semaine suivante, et ainsi de suite. Très rarement, j'associe des traitements médicamenteux, c'est exceptionnel. En général, je ne prescris pas de somnifères ou autres, parce que ce n'est pas l'objectif, plutôt de la mélatonine. Souvent, j'associe la mélatonine à un moment donné, je mets en place la mélatonine. Voilà, ça, c'est des exemples. Et ça, c'est un deuxième exemple. Vous avez compris, avec une personne qui avait un rythme veille-sommeil très, très déséquilibré, avec des siestes longues. Et deuxième et troisième, vous voyez, après, il a réussi à trouver un sommeil à peu près équilibré. Voilà, donc je vous remercie. J'ai été un peu vite peut-être trop, mais donc j'espère que voilà. Donc je suis à votre disposition pour des questions. J'en ai une, moi je vais déjà commencer. Vous m'entendez? Nicolas, tu m'entends? Je t'entends. Et Ok. j'ai une question. Ah pose la tienne d'abord, je t'écoute. On t'écoute. On m'entend plutôt bien? Très Oui, bien. très bien. Je voulais poser une question concernant les traitements des apnées. Vous n'avez pas, pardon, évoqué les thérapies oromyofonctionnelles. Je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est un oubli, si c'est voilà. J'aurais bien aimé qu'on échange là-dessus. C'est quoi? Je suis Oui, orthophoniste, pardon, je précise. ça c'est vrai. Ça c'est oui, c'est vrai, je l'ai pas évoqué, j'aurais pu. C'est que c'est pas encore développé en France. Ça fait pas D'accord. partie encore des référentiels, mais j'espère que ça viendra. Mais c'est vrai qu'en France, on est encore enfin, très loin, je pense. Il faut des gens vraiment qui s'intéressent à la question pour qu'on puisse peut-être faire ça. Mais moi, Alors j'ai en pas. fait, vous avez sur le bassin moulinois un certain nombre d'orthophonistes qui ont été formés par les équipes belges notamment Oui. sur ce type de thérapie.
Vous avez un confrère à Vichy qui est plutôt favorable et qui nous en envoie pas mal. Et il semblerait, avec le peu de recul qu'on a aujourd'hui, il semblerait qu'effectivement, ce sont des personnes qui passent pas ensuite par la PPC. Très bien. Voilà. Vous savez, moi, pour l'instant, jusque-là, je faisais mon activité sommeil tout seul. Je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau régional. Et cette réunion est la bienvenue pour moi, parce que je sais qu'il y a des médecins qui font des enregistrements, qui font pas mal de choses. Et donc, vous aussi, hein, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Moi, je suis disposé à rencontrer tout le monde, faire des groupes de travail, voir comment on peut organiser l'activité. Parce que mon objectif à moi, c'est qu'on a aujourd'hui un outil, un service du sommeil qui est bien équipé, où il y a une équipe formée. J'ai envie vraiment de développer cette activité et offrir une offre de soins, donner une offre de soins aux patients qui est assez large, parce que je sais qu'aujourd'hui, nos patients, ils se baladent, il y a beaucoup qui sont en dépertition. Les grands centres ne sont ni aussi bien équipés, ils n'ont pas le temps et en général, ils ne voient pas nos patients. Moi, je connais les équipes de Paris, de Lyon et tout, mais vous imaginez, on ne peut pas envoyer un patient à Paris et tout, ils ne peuvent pas y aller, c'est très compliqué. Bon, on a envie de développer pour faire une offre de soins satisfaisante et donc moi, je suis ouvert à toutes les propositions avec les équipes. Aucun problème, oui, le téléphone, Je ouais. transmettrai, On Nicolas. se, on se Oui, contacte. Et puis, il y a aussi tout l'aspect autour de l'enfant. Je vous parlais tout à l'heure de l'équipe du CHU, c'est Maria-Livia Fantini qui s'est un petit peu branchée là-dessus et qui propose notamment des groupes de travail pluridisciplinaires, alors c'est sur Clermont, mais bon, voilà, autour justement des syndromes d'apnée chez l'enfant. Et je sais que j'ai des collègues proches, peut-être que celles même d'ailleurs qui sont branchées là aujourd'hui pourraient témoigner. Mais alors, on sait aussi qu'il y a un grand nombre d'enfants avec des troubles des apprentissages qui sont en fait des enfants apnéiques. Et ça aussi, c'est certainement quelque chose qu'il faudra qu'on évoque. oui, c'est vrai, pour l'enfant, c'est très particulier. Moi, je peux faire l'enfant, mais je n'ai pas aujourd'hui les moyens matériels et les équipements qu'il faut d'un point de vue aussi bien matériel, quoique nos appareils, c'est les mêmes qu'on utilise. Par contre, mes infirmières n'ont pas la formation. J'ai envie de dire, pour les enfants, c'est un peu délicat. Il faut une structure bien adaptée et, euh, et je n'ai pas aujourd'hui les moyens pour développer l'activité chez l'enfant. Ça viendra peut-être. Et moi, les enfants que je vois, c'est à partir de 15 ans. Et je prends en charge certains narcolepsiques. J'en ai deux. C'est pas beaucoup, parce que c'est une pathologie très rare. Ouais. Donc j'ai deux que j'ai enregistrés ici, que le diagnostic a été confirmé par Madame Fantini, parce que je les envoie toujours chez les neurologues. C'est une pathologie neurologique, donc je les envoie chez les neuros. Ils confirment le diagnostic et après, elle me les a renvoyés pour les suivre. Vous voyez, mais ils ont plus de 15 ans. En dessous, c'est compliqué Oui, aujourd'hui à mettre j'imagine. un moule à la. Mais voilà, c'est une ouverture. Merci, mais je suis à votre disposition. Merci. Merci, Nicolas. D'autres questions en visio? N'hésitez pas à désamorcer les micros et à intervenir si vous avez des questions. Eh bien, peut-être Nathalie alors. Ah, mais j'ai une question, mais c'est par rapport aux médicaments. La maladie du siècle actuellement, c'est les hypopins. Les gens ne dorment pas et ils consomment beaucoup L'insomnie. trop d'hypnotiques. Oui, c'est ça. La Sécu, le ministre de la Santé en parle depuis Mhm. quelque temps. Oui, c'est ça. Entre les anxiolytiques, les hypnotiques sont Oui, trop consommés en France. Beaucoup de personnes âgées, personne ne dort sans son Imovan ou c'est ça. Et entier en Ça, plus. c'est et un vrai. entier. Sans Et adaptation. voilà. Donc, la prescription est évidemment que pour un mois. C'est obligatoire, c'est la loi. Mais les médecins font des ordonnances pour qu'ils puissent en C'est avoir. ça. Parce que si ils n'ont pas leur comprimé, alors je pense que sur leur donner un placebo, ça marcherait peut-être, mais ils dorment pas. Non. Là, c'est un vrai travail qu'on doit tous mener, parce que c'est une activité transversale et qui me tient en particulier à cœur, par exemple. Mais c'est vrai, c'est les patients l'insomnie, c'est une pathologie très fréquente et je dirais pas compliquée, mais qui demande du temps et de l'organisation. C'est une pathologie transversale, on a besoin de tous les professionnels. Donc moi, quand je me suis installé il n'y a pas très longtemps, je faisais des ateliers, donc tout ce qui est trouble du sommeil, mais axé sur l'insomnie. Donc il y avait la population générale qui venait.
j'organisais des petits séminaires, 10-12 patients. On faisait des cours, je leur faisais des cours moi avec le psychiatre, le docteur Chamas et le cardiologue, plus l'infirmière qui intervenait. Après, on les prenait en charge. Malheureusement, le problème de l'hôpital était toujours là, donc j'ai dû réduire mon temps libéral pour m'occuper du service de pneumologie. Donc, vous voyez, cette pathologie, elle a été un petit peu mise de côté, ce qui est dommage. J'aimerais bien maintenant, avec l'arrivée des pneumos à l'hôpital, redévelopper le sommeil, en particulier la prise en charge de l'insomnie, du trouble du sommeil de façon générale. Que les médecins généralistes veulent aussi calmer le jeu et baisser ces hypnotiques, mais Voilà. les Alors moi, personnes qui le prennent, c'est très difficile. Voilà, alors moi, Ils sont accoutumés complètement, quoi. j'ai deux messages peut-être à passer aux médecins. C'est un, on est là pour voir tous les patients qui ont des troubles du sommeil. Et nous, on va filtrer, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut prendre en charge. Donc, il ne faut pas hésiter à nous confier les patients qui ont des troubles du sommeil. Et tous ceux qui ont une plainte, je dirais, de troubles nocturnes ou de troubles de la vigilance diurne, la somnolence ou qui sont fatigués. Donc, les troubles du sommeil en font partie. Moi, je suis disposé à les voir. Et même les patients qui ont eu des polygraphies de dépistage et qui ne sont pas concluantes, ces polygraphies, il ne faut pas s'arrêter à la polygraphie. Je pense que si les symptômes sont là, la somnolence, la fatigue, malgré une polygraphie qui semble négative, ça veut dire qu'il y a un petit peu d'apnée ou un peu de ronflement, il ne faut pas s'arrêter parce que le gold standard dans les explorations des troubles du sommeil et en particulier du syndrome d'apnée, c'est la polysomnographie. La polygraphie reste une exploration de dépistage, mais si elle est positive, tant mieux. On traite le patient et on voit ce qui se passe. Mais si elle est négative, il faut pousser davantage les investigations. Et là aussi, donc, moi, je suis à l'écoute. On peut créer des groupes de travail, on peut créer un réseau, une organisation avec les médecins qui veulent, qui peuvent, euh, pour pouvoir organiser mieux notre activité et rendre service aux patients du mieux qu'on peut. Là, il y a du travail. Oui, voilà. Mais au moins, je fais passer le message à ceux qui ont écouté la vidéo. Regardez la vidéo. C'est parfait. Alors, moi, j'ai juste une petite question un peu plus légère, on va dire. Les adolescents qui, quoi, d'après votre graphique, le sommeil, et voilà, mais pourquoi les adolescents ont besoin d'autant de sommeil en fait? Oui, ça, c'est une parenthèse dans la vie des jeunes adolescents. Oui, ils ont besoin de plus de sommeil, mais c'est parce que c'est physiologique, au fait. D'accord. Hein, entre 14 jusqu'à 16-17 ans, ils dorment un peu plus. Ils ont besoin de dormir un peu plus, donc il faut les respecter, ils vont revenir après. Par contre, il faut peut-être ce qui est moins négociable ou pas négociable du tout, c'est l'excès des outils, des écrans. Là, il faut vraiment baliser ça et mettre des limites à ça, parce que c'est ça qui induit des troubles du sommeil. Là, dans le service, j'ai une jeune fille là, qui est dans le service, que je vais garder 48 heures. Ben, elle ne dort pas sans son casque, son écran et sa télé. Hier, elle ne voulait pas dormir. On a dû éteindre et lui enlever le casque. Et je lui ai fait des tests aujourd'hui. Elle ne voulait pas non plus enlever son casque. Donc, vous voyez, donc c'est accro, ça, je pense qu'il faut être non négociable. Et c'est ça, les habitudes nouvelles de nos jeunes et des moins jeunes qui aggravent, qui va forcément induire des troubles du sommeil Oui, bah, la lecture futurs. des mails Voilà. le soir avant de se coucher. Quoi. Et on l'a vu Ça, qu'en l'absence de sommeil, il y a une diminution claire de la substance grise, ce qui veut dire que c'est l'assimilation, c'est la perte, comment dire, l'apprentissage et tout ça, ils en pâtissent. Et du coup, le sport le soir engendre aussi du coup un manque, quoi, des problèmes de sommeil. C'est avéré, c'est pas avéré? C'est avéré. C'est avéré. C'est avéré. Donc, l'activité physique nocturne, enfin, en fin d'après-midi, augmente la température corporelle. Donc, je n'ai pas dit tout ce qui se passe pour les synchroniseurs, mais pour favoriser un sommeil, il faut que la température du corps soit normale, c'est-à-dire à 37 degrés. Parce que la nuit, à 2h, 3h du matin, la température on perd 1 degré. Donc, on est à 36. Et les 36, ça favorise, ça installe le sommeil. Ça améliore la fabrication de la mélatonine. Donc, pour les gens qui sont sensibles, qui font de l'insomnie, qui ont des difficultés à s'endormir, on leur déconseille l'activité sportive tardive. C'est-à-dire, on leur dit de ne pas faire de sport après 16h, 17h.
ou s'ils sont obligés de faire du sport parce que la vie fait que, il faut qu'ils prennent une douche froide. Pas très froide non plus, il ne faut pas faire le choc thermique, mais assez froide pour baisser rapidement la température du corps et revenir à une température normale pour favoriser le sommeil. Les gens qui ne sont pas sensibles à ça, qui font du sport et qui dorment bien, ceux-là, bon, il n'y a pas de problème. Mais la température du corps est essentielle dans la stabilité du sommeil. Et c'est par rapport à la température. Oui. Ouais. Parce qu'elle baisse la nuit. Oui, on a toujours une période la nuit Ouais. où Et il là, sera plus frais. Vous êtes pour la mélatonine? Oui. Il faut la prescrire. Ça consolide le sommeil, donc ça ne fait pas dormir, c'est l'hormone du sommeil. Donc moi, je la prescris quand il y a des difficultés d'endormissement ou des réveils intra-sommeil après avoir réglé le rythme. D'accord. Pour Voilà. régler le rythme. Pour On régler commence le à en rythme. voir dans la distribution des médicaments, Voilà. de la mélatonine Voilà. qu'on ne voyait pas il y a encore un an et demi. Hein. Maintenant, on en a régulièrement de prescrits. Par les médecins généralistes. Moi, je prescris la forme magistrale, donc des doses élevées. Donc, Oui, je oui, passe, oui, j'imagine. Je montre Nous, des on doses. a droit de vendre jusqu'à 1,9 mg. Voilà, c'est ça. Circadin et autres. Mais moi, je commence par ça. Des fois, je demande 3, 6. Slinetto, c'est Oui, à mais 5. c'est que pour les enfants. C'est que pour les enfants. La MM n'est que pour les enfants. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et là, pour le circadin, c'est plus de 55 ans. Oui. Donc ça aussi. Ah. Mais moi, voilà, c'est pour ça que je prescris la forme magistrale et je l'introduis à un moment donné dans la prise en charge. Pas à tous les patients, mais je prescris facilement la mélatonine. Voilà. On passe à la rhinite alors. Allez, on passe à la rhinite. On passe à la rhinite assez Je pense que rapidement. dans l'enregistrement, je couperai en deux pour qu'on ait deux. Voilà. Donc ce soit pas désolé, trop on a été un peu long. donc la rhinite allergique pour être Alors. c'est la saison. Oui, on est en plein dedans. Je continue. Allez-y. Donc voilà, deuxième sujet, c'est la rhinite allergique en particulier. Donc c'est une maladie fréquente, hein, donc la maladie fréquente, surtout de nos jours, elle est comme toutes les pathologies allergiques associées à de l'asthme, la dermatite atopique. On appelait aussi à l'époque le rhume des foins. Donc elle est définie par des symptômes ORL. Donc l'épidémiologie de la rhinite. La prévalence de la rhinite allergique a été multipliée par 3 en 30 ans et elle est de 20% chez les enfants de plus de 9 ans et 30% chez les adultes. Donc, elle coûte à peu près 1 milliard d'euros selon les données de l'ANSES 2022. Donc, la classification, elle n'est pas compliquée. C'est une rhinite, soit on a une rhinite intermittente, soit on a une rhinite persistante. La rhinite intermittente, c'est celle qui dure moins de 4 jours par semaine ou moins de 4 semaines consécutives. Et la rhinite persistante, c'est celle qui dure plus de 4 jours par semaine, voire plus de 4 semaines. Après, il y a l'impact physique qu'elle peut avoir, les troubles du sommeil, on vient d'en parler, le trouble de l'activité sportive, la vie quotidienne. Donc la rhinite altère la vie quotidienne, impact sur les performances scolaires et professionnelles, en particulier chez les enfants qui éternuent, qui ont le nez bouché toute la nuit. Ben forcément, le sommeil est altéré. Et donc, forcément, la journée, ils ne peuvent pas être en forme, donc ils peuvent avoir des difficultés scolaires ou professionnelles ou autres. Ça, il faut y penser, hein, les parents doivent y penser aux enfants qui toussent la nuit, qui éternuent la nuit. Ce n'est pas anodin, c'est qu'ils ont un impact sur la scolarité. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent, il faut qu'ils pensent à montrer leurs enfants aux médecins, aux allergologues et autres, pour traiter les troubles nocturnes qui permettent un sommeil équilibré et stable et donc des performances diurnes et scolaires satisfaisantes. Ils peuvent être des symptômes très gênants. Donc, on qualifie de rhinite légère quand il n'y a pas de symptômes associés et la rhinite modérée à sévère quand il y a au moins un des troubles que vous voyez sur le côté. Les symptômes de la rhinite, donc, ils sont toujours bilatéraux, hein, donc c'est des éternuements, tout le monde connaît ça, la rhino-récéreuse, le prurite nasal, le palais, le pharyngé, le prurite oculaire, les larmoiements, les troubles de l'odorat, ils sont absents en général, on ne perd pas l'odorat quand on a de la rhinite, voire très peu. Les symptômes généraux, comme je viens de le dire, mauvais sommeil, fatigue, irritabilité, troubles de la concentration et autres. Donc les signes qui ne sont pas en faveur de la rhinite allergique, c'est l'absence d'éternuement, c'est la perte totale de l'olfaction, c'est des croûtes ou des épistaxis répétés, c'est des écoulements purulents, récidivants, donc c'est souvent infectieux, c'est des rhinorrhées intermittentes déclenchées par les mouvements de la tête, flexion, antéflexion.
C'est des fois, il y a des rhinites qu'on appelle vasomotrices qui peuvent être médiées par la luminosité intense ou des symptômes isolés, obstruction nasale isolée, ou des symptômes unilatéraux. Donc l'interrogatoire chez le médecin, le médecin doit chercher, si vous voulez, les signes de la rhinite allergique, depuis combien de temps ça dure. On doit s'aider des calendriers polliniques, ça on le sait. Donc définition précise du calendrier, des symptômes, quand ils viennent, quelle période de l'année. Est-ce qu'il y a des symptômes associés tels que la toux ou la dyspnée, ce qui nous orienterait vers une maladie telle que l'asthme, dépistage de l'asthme, les limitations à l'effort aussi, ça aussi de l'asthme d'effort qui peut être dû à l'allergie. Y a-t-il des troubles du sommeil? Je viens de le dire, donc ça aussi peut y avoir un impact. Dans quelles circonstances la rhinite apparaît? Le lieu, la situation, est-ce que c'est à l'extérieur, à l'intérieur, à la campagne, la nuit, le jour? Et tout ça peut aussi nous orienter sur le type d'allergène auquel qui est concerné. Quels sont les facteurs déclenchants? Est-ce que c'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur? Est-ce que la fenêtre est ouverte, le vent, la promenade, etc. Existe-t-il des antécédents d'atopie? Et ça signe en général le terrain allergique, c'est l'eczéma du nourrisson. L'asthme, la rhinite allergique. Est-ce qu'il y a déjà eu par le passé des traitements? Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Il s'est déconnecté, il s'est reconnecté. A priori, il est connecté. Donc, sur la diapo, ça revient à peu près à ce que j'ai dit tout à l'heure, la classification. Donc, on s'astreint à savoir si c'est une rhinite intermittente, est-ce qu'elle est perannuelle ou saisonnière, est-ce qu'elle est sévère ou pas sévère, selon le tableau que j'ai tout à l'heure mentionné. Est-ce qu'elle est intermittente, plutôt légère, plutôt modérée ou sévère? Est-ce qu'il y a des comorbidités? Souvent, elle est associée à de l'asthme, donc il faut toujours rechercher systématiquement de l'asthme, des symptômes de l'asthme, c'est-à-dire la toux, la dyspnée variable. Chez les enfants qui ronflent la nuit, il ne faut pas méconnaître la présence d'un syndrome d'apnée, même quand surtout s'ils ont été opérés, des végétations ou des amygdales. Sur on a le calendrier pollinique qui est issu de la météo suisse, mais en fait, c'est le Rhône-Alpes-Auvergne. Et on voit bien ici les périodes de pollinisation des différentes pollens. Et dans notre région, tout ce qui est violet, merci, tout ce qui est violet, c'est très fort. On voit bien les graminées ici. Ça commence avril-mai, ça peut aller jusqu'à fin juin. On a aussi tout ce qui est les bétulacées au-dessus, noisetiers, aulmes, tout ça. Et puis, on peut s'aider avec le calendrier pollinique. Tout ce qui est violet-rouge, c'est plutôt la période où il y a la forte pollinisation. Et jaune, c'est la période de pollinisation faible. Le diagnostic, il est d'abord donc clinique, les symptômes cliniques, l'interrogatoire, et après on peut s'aider avec les examens complémentaires. Le Fadiatope, donc c'est une prise de sang, ça a une valeur prédictive, ça nous dit juste si le patient est atopique ou pas. Est-ce qu'il a un terrain allergique ou pas? Donc s'il est négatif, la probabilité que ce soit allergique est faible, mais s'il y a un faisceau d'arguments cliniques, c'est-à-dire des symptômes bien identifié, avec une saisonnalité, par exemple, des symptômes et tout. On ne s'arrête pas au Fadiatope, il faut faire les prick tests, les tests cutanés. Et donc, après, on a les tests cutanés. Les tests cutanés, donc c'est fait par des allergologues. Donc, ils ont une sensibilité très élevée. Donc, on fait en général une batterie de tests globales, les pollens, les poils d'animaux, les acariens, et tout ce qui est suspect, on va dire, les poils de chevaux et autres, hamsters, ça dépend de l'interrogatoire et de l'allergène incriminé. Mais la batterie standard, elle comprend les acariens, les pollens de graminées, de bétulacées, les moisissures, l'ambroisie, l'armoisie. Si les tests cutanés sont positifs, on peut s'arrêter là, ça suffit, et puis on peut proposer un traitement derrière éventuellement, voire même une désensibilisation. Si on veut avoir encore plus le cœur net et s'assurer, ou si les tests ne sont pas concluants avec une symptomatologie toujours présente, on peut demander le dosage des IgE spécifiques. C'est une prise de sang ciblée sur l'allergène incriminé.
Les autres examens biologiques de routine, on fait une numération de formules à la recherche d'hyperiosinophilie, mais elle n'est pas spécifique à l'allergie. Le dosage des IgE au total aussi n'est pas spécifique à l'allergie et ne sont pas à demander en première intention. Après, les allergènes recombinants, donc c'est de la biologie moléculaire, donc on demande, c'est une prise de sang, donc c'est des IgE spécifiques qui peuvent nous aider à définir des allergies croisées. Après, ça peut aller jusqu'aux tests de provocation qui, en général, sont très rarement faits. Et ça se fait dans des grands centres, dans des cas très particuliers, médecine du travail ou un produit très particulier à tester pour avoir la confirmation. Bien sûr, cela, nous sommes des médecins, donc il faut examiner les patients et les confier éventuellement aux spécialistes s'il y a besoin. Donc, c'est l'algorithme, si vous voulez, là, de la prise en charge de la rhinite allergique. Je viens de le dire, vous avez à gauche donc, tout ce qui est symptômes typiques de rhinite allergique, la rhinorrhée, les éternuements, le prurite, l'obstruction, la conjonctivite. Donc, si on a les symptômes et on suspecte une rhinite allergique, pardon, est-ce qu'elle est perannuelle, est-ce qu'elle est persistante ou est-ce qu'elle est saisonnière? Donc, si elle est persistante, on passe directement à une consultation pneumoallergologique ou un spécialiste en allergologie pour faire les tests cutanés pour définir les allergènes incriminés dans ces symptômes. On demande plus ou moins le phadiatope, les IgE spécifiques. Il faut dépister l'asthme, même s'il n'y a pas de symptômes, par des explorations fonctionnelles respiratoires. Exceptionnellement, mais ça se fait dans le cadre de la recherche, voire dans des gros centres, dans des cas particuliers, le dosage de l'oxyde d'azote exhalé au niveau du nez, donc il y a des capteurs, et on mesure l'azote. Plus l'oxyde d'azote est élevé, plus le terrain allergique est confirmé. Et on peut aller, comme je viens de le dire, aux tests de provocation. C'est des tests qui sont rares. Le plus commun, c'est les tests cutanés, les prises de sang et mesure du souffle. Donc, si tout ça est positif, le bilan est positif, donc on recherche l'asthme, bien sûr, une évaluation, donc les conseils, la prise en charge thérapeutique, c'est d'abord l'éviction et puis les traitements adaptés en fonction de la situation qui peut aller jusqu'à la désensibilisation. Après, je remonte en haut. Si la rhinite est saisonnière, c'est survenant par période, quelle période? Ça nous donne une idée sur les allergènes incriminés. Y a-t-il un asthme associé? S'il y a des symptômes d'asthme, on revire à gauche et on va faire un bilan exhaustif par des tests précis, mesure du souffle, etc., mesure des EFR, ainsi de suite. Et après, prendre en charge le patient comme la rhinite perannuelle. S'il n'y a pas de signe d'asthme associé, est-ce qu'on est dans une rhinite saisonnière légère ou modérée à sévère? Si on est dans la rhinite légère, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la vie quotidienne, comme sur le tableau précédent. Là, les traitements symptomatiques, antihistaminiques, corticoïdes nasaux, il y a le diapo qui va les définir, on peut prescrire des traitements symptomatiques classiques. Si la rhinite est persistante, si la rhinite persistante est modérée ou sévère, et ça veut dire qu'il y a un impact, là, on revient encore une fois pour compléter les bilans par des tests plus approfondis et une prise en charge très particulière. S'il n'y a pas de test positif et que toutes les explorations qu'on a fait sont négatives, ben, il faut à ce moment-là confier le patient à un ORL pour rechercher une autre origine de la rhinite. Et pareil, si on n'a pas de symptômes en haut à droite, si on n'a pas de symptômes non allergiques, l'unilatéralité des symptômes, l'écoulement sanguin purulent, la douleur faciale, etc., là, c'est peu probable que ce soit d'origine allergique. Et là, il faut mieux confier directement le patient au médecin ORL. Donc, les traitements, si vous voulez, selon les recommandations de la rhinite allergique légère à modérée, donc à partir de 1 an, des antihistaminiques oraux de 2e, 3e génération. Dans la rhinite modérée à sévère, donc on peut associer antihistaminique et corticoïde nasal. Éventuellement, si c'est insuffisant, chez les adultes, on peut doubler la dose des corticoïdes. Dans la rhinite non contrôlée, ben, il faut associer des corticoïdes et des antihistaminiques dans le même dispositif. Donc, il y en a un ou deux connus. Et si malgré ça, on a une rhinite ou un asthme instable, je parle de l'asthme aussi, il y a l'immunothérapie, c'est-à-dire la désensibilisation. La désensibilisation, elle a des vertus. Donc, elle diminue les symptômes, la rhinoconjonctivite. Donc, c'est un traitement qui est, je dirais, contraignant, mais pas tant que ça. C'est maintenant sous forme orale.
soit sous forme de gouttes, soit sous forme de comprimés sublinguaux, qui se prennent une fois par jour le matin. Donc, ça diminue les symptômes. Et donc, qui dit diminuer les symptômes, dit consommer moins de médicaments et améliorer le pronostic. Donc, ça fait baisser la consommation thérapeutique et ça diminue donc l'hyperréactivité nasale et bronchique. Tout ça induit une diminution des symptômes. Donc, elle prévient l'apparition de nouvelles sensibilités. Elle réduit la survenue de l'asthme et le seuil de déclenchement de la crise. Et donc, l'efficacité, la durée déjà d'une désensibilisation, c'est entre 3 et 5 ans en général, mais elle dure bien plus longtemps que ça. Alors là, sur les études, la moyenne, c'est 3-4 ans, mais des fois, ça dure beaucoup plus que ça, 10-15 ans facile, avant de voir une réapparition des symptômes, et on peut refaire une désensibilisation si la première a bien marché. Donc, elle améliore l'immunité innée. Et donc, quelques mesures de prévention de la rhinite allergique, c'est de proscrire le tabagisme passif pendant la grossesse et la petite enfance, favoriser l'allaitement exclusif, donc ça fait augmenter les anticorps, donc ça les réduit le risque d'allergie, réduire l'exposition aux acariens chez les familles atopiques. Quand on a des allergiques dans la famille, il faut être rigoureux quant à l'éviction, en particulier des acariens. Réduire aussi l'exposition professionnelle au latex. Et je dirais ce qu'il y a à retenir en dernier, c'est la prise en charge de la rhinite allergique. C'est un interrogatoire, une anamnèse et une consultation relativement poussée avec un interrogatoire plus précis, éventuellement des tests. Donc, pensez à l'association avec l'asthme. Donc, quelqu'un qui a la rhinite, il faut toujours, j'ai envie de dire, chercher l'asthme. Je suis pneumologue, donc peut-être que c'est un peu biaisé, mais il y a 25% quand même. L'asthme et la rhinite sont souvent associés. Et l'asthme, quand on a des asthmatiques purs, on essaye toujours, moi j'interroge toujours s'il y a des rhinites associées et on traite les deux parce que l'une ou l'autre, ça ne va pas. Après, le traitement préconisé, c'est la corticothérapie topique intranasale avec les antihistaminiques. Voilà, ici, la pathologie est sévère, résistante. Ben, on l'adresse aux spécialistes pour des prises en charge plus approfondies et plus poussées, en particulier la désensibilisation. Voilà, merci à vous. Et j'étais un peu rapide. Et le sujet, en gros, le topo était long. Est-ce qu'il y a des questions en visio? Non, c'est bon. En présentiel? Moi, j'en ai juste une petite. Après, l'intérêt des probiotiques dans les rhinites allergiques, il y en a ou c'est plus rhinite, quoi, dans les dermatites Plutôt dans les dermatites. Je n'ai pas d'expérience dermato, honnêtement, mais aujourd'hui, nous, on n'a pas de données solides pour prescrire ça ou pour les recommander pour l'instant. Il y a quelques études qui ont été faites, mais encore pas. Ouais, sur la rhinite allergique, il n'y a aucun intérêt. Je suis étonnée que l'ambroisie ne soit pas en rouge-violet, là, parce que c'est Oui, impressionnant. il devrait. Même la Mais ça, période d'ambroisie, enfin, dans le coin, c'est impressionnant, les gens. Hein. il y en a beaucoup dans notre de région. plus, ouais. Oui, Il y a oui, beaucoup vous avez de raison. Ça, c'est pas le calendrier pollinique de la région. Ah ouais, j'ai été étonnée parce que Non, chez non, nous, j'étais c'est pas le tout était en calendrier violet, là. pollinique de la région, c'est plutôt du sud-est. Et même sud-est, il y en a. Donc, c'est l'ambroisie, l'armoisie, quand même, c'est. Ah ouais, ça monte. Ah oui, beaucoup même. Des herbes Beaucoup même. Oui, il faut surtout pas tuer une pauvre petite. Voilà. Donc, merci à vous tous Merci à tout le de monde. m'avoir écouté. Donc, Merci beaucoup. webinaire sera visible sur YouTube, je pense, la semaine prochaine, le temps que je le mette en forme, et il sera accessible à tout le monde. Merci pour votre participation et votre présence. Merci. Au revoir.